Merci, merci beaucoup. Nous sommes juste dans les temps. Merci à chacun de vos interventions absolument remarquables. On est à différents niveaux d'échelle, comme vous l'avez compris. Nous sommes passés du local au plus global. Et maintenant, nous retrouvons la France avec un témoignage extrêmement intéressant, celui de l'ENA, une grande école française. Un cas, là aussi, c'est une école aussi extraordinaire et inhabituelle que l'Université catholique de Lille, puisque l'ENA est quasiment unique au monde, on peut dire. C'est une volonté du général de Gaulle. Enfin là, je parle sous le contrôle de Thierry Rogelet, qui va prendre la parole pour nous expliquer pourquoi l'ENA s'intéresse aujourd'hui à ces enjeux de gouvernance, d'écosystèmes innovants, pourquoi il souhaite participer à ce tour du monde et être un des acteurs de ce tour du monde, et aussi pourquoi l'ENA aujourd'hui se repositionne. Comme vous savez, il suffit de lire la presse pour voir à quel point l'ENA, en tant que grande école française, se repose des grandes questions existentielles de la manière de s'organiser. Thierry Rogelet, êtes-vous parmi nous? Oui, je suis là, oui. Oui, Esprit, es-tu là? Ça fait un peu. Alors, ouais, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors d'abord, oui, oui, on vous entend très bien. Je suis désolé, mais la photo, c'est pas moi. Là, c'est un homonyme, c'est un homonyme. Alors c'est gentil de me donner quelques années en moins, mais j'ai quand même, j'en ai plus beaucoup, mais j'ai quelques cheveux en plus, donc voilà. Donc voilà. On a eu un petit problème avec les services de renseignement. Oui, je crois. Mais Google, il faut toujours vérifier derrière. Hein, voilà, donc c'est pas très grave. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de passer quelques minutes avec vous. Donc je suis le directeur des enseignements et de la recherche de l'École nationale d'administration depuis maintenant 2 années, depuis janvier 2019. Et je remercie Francis Massé pour cette mise en relation. Et puis Michel Salov-Coste pour son intérêt à cette intervention et au fait que l'ENA puisse, dans les mois ou années à venir, être un des partenaires de vos travaux et peut-être les traduire de façon très concrète dans les activités de l'école. Moi, je ne serai pas très long. Je vais vous donner simplement 2-3 informations. Il faut que vous sachiez, voilà, sur les quelques minutes qui sont devant moi, quelques informations très simples. D'abord, l'ENA est méconnu. C'est de sa faute. Lorsqu'on est méconnu, généralement, c'est que soit on n'a rien fait de notable ou de remarquable, soit on ne sait pas communiquer. Ou alors les vents ne sont pas porteurs. Mais c'est vrai que les vents ne sont jamais très porteurs. On préfère voilà, médire sur les élites, médire sur les écoles qui les forment, que voilà, c'est un sport français peut-être pas que français, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est clair. Mais l'école a pêché aussi par beaucoup de côtés. Elle a laissé faire l'histoire. Son histoire, elle s'est faite sans elle, finalement. Son histoire s'est faite par les trajectoires de quelques-uns de ses rares anciens élèves. Lorsque l'école a eu 70 ans, en 2015, on a fait faire par le HESS, donc des chercheurs très indépendants et très soucieux de leur indépendance, donc ils ne pouvaient pas être suspectés d'être instrumentalisés, une étude sur le parcours de nos anciens élèves depuis la création, c'est-à-dire à peu près 6 à 7 000 anciens élèves. Moins de 5% de ces anciens élèves ont fait une carrière politique. Et pourtant, l'ENA est réputée pour former les cadres politiques, les hommes politiques de la nation. Parce qu'on a eu des présidents, voilà. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande, Emmanuel Macron. On a eu des premiers ministres, Lionel Jospin, Laurent Fabius, Édouard Philippe, Jean Castex, Jacques Chirac aussi, puisqu'il était Premier ministre à 2 reprises. Donc, voilà, c'est l'histoire de l'école, finalement, c'est pas ça. L'histoire de l'école, elle n'est pas là. On ne forme pas des hommes politiques. On pense aussi que les élèves de l'ENA n'ont aucun sens du service public et n'ont de cesse que de quitter l'école le plus rapidement possible pour aller gagner bien leur vie dans des entreprises privées. Pareil, la même étude de 2015 montre que c'est 7 à 8% des anciens élèves
qui sont partis définitivement dans le privé. Alors après qu'il y ait des carrières où de temps en temps il y ait des passages public-privé, privé-public, c'est même plutôt une source d'enrichissement, c'est plutôt une mobilité intéressante. Mais donc ça veut dire que vous additionnez 8 et 5, 13, donc ça veut dire que vous avez 87% des anciens élèves de l'ENA qui ont été des fonctionnaires et qui ont servi le pays au sein de la fonction publique de ce pays. Alors la fonction publique de l'État, la fonction publique locale, territoriale, puisque les élèves de l'ENA se retrouvent dans des postes d'administration locale, également la fonction publique européenne, la fonction publique internationale, mais en tout cas, la chose publique, le sens du service public. Et donc, l'ENA n'a jamais su montrer que ses élèves avaient le sens du service public. Et pourtant, c'est la réalité. Voilà, donc ça, c'était le premier point sur vraiment voilà, la nécessité pour l'école, et c'est son souhait là depuis quelques années, de vouloir réécrire enfin sa propre histoire, plutôt que de laisser à d'autres le soin de le faire, surtout lorsque ce sont ses anciens élèves. Ensuite, la seconde chose, c'est que l'ENA, dans le passé, n'a jamais vraiment su sur quel pied danser. On est une école qu'on appelle postgraduate, c'est-à-dire qu'on ne délivre pas de diplôme. Enfin, on commence à le faire, mais sous d'autres segments de notre activité. Mais en tout cas, pour nos élèves futurs fonctionnaires, on ne délivre pas de diplôme. Par contre, eux, ils ont des diplômes. Donc, ils arrivent généralement avec des Master 2, Sciences Po, Paris 1, ENS, enfin des parcours croisés ENS avec HEC, et principalement Sciences Po Paris. Et nous, on les reçoit après. Et on doit les former à un métier. Et pourtant, alors qu'on doit les former à un métier, on ne s'est jamais posé la question de comment les former à un métier. Donc, on les a formés pendant des années sous le coup de grandes conférences généralistes, intéressantes, hein, mais, voilà, mais certainement pas sous l'angle d'acquisition de techniques, acquisition de compétences comportementales, acquisition de connaissances de façon appliquée des grands enjeux en matière d'expertise, de relation de cette expertise avec la décision. Et donc, c'est pour ça que depuis 3 ans, et la scolarité qui est entrée à l'école le 1er janvier dernier, va être la première à avoir un nouveau régime de scolarité, une nouvelle réforme, enfin un nouveau mode de scolarité qui est basé sur une approche par les compétences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas pionnier d'ailleurs là-dessus. Beaucoup d'écoles de services publics ont déjà commencé à le faire. Une école pionnière là-dessus, c'est l'école supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, qui est à Aix-en-Provence. Et donc, on a pris ce pli-là. Et donc, nos élèves, on raisonne comme une école d'apprentissage. Donc, ils ont des séquences entre les stages, les séquences d'enseignement, et il y a un référentiel de compétences autour de 3 grandes thématiques. La conception, la mise en œuvre, l'évaluation des politiques publiques, la transformation de l'action publique et l'exercice des missions essentielles de l'État. Et à partir de ces thématiques, on a distingué 3 niveaux. Je fais court, mais pour que vous voyez où je vais en venir par rapport à ce qui vous réunit aujourd'hui. On a distingué 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la connaissance, c'est-à-dire qu'on parfait la connaissance qu'ils ont pu acquérir avant, mais on a une connaissance peut-être un peu plus technique, un peu plus notamment sur des questions de droit de la fonction publique, sur des questions de comptabilité, d'expertise financière, sur des questions d'expertise budgétaire. Ensuite, le second niveau, c'est celui de l'acquisition d'une technique, une maîtrise technique, et le troisième niveau, c'est celui de la compétence, c'est-à-dire comment je mobilise mes connaissances, mes savoir-faire, mon savoir-être dans un contexte donné. C'est-à-dire comment je sais agir. Et cette action, on la contextualise. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves de travailler sur des grands enjeux structurants de l'action publique. Et l'enjeu de la transition écologique, on le traite depuis 2 ans. C'est un enjeu qui, on ne parle même pas d'enjeu, on parle d'impératif. C'est autant dire qu'on le place au-dessus des autres. Et on le traite sous plusieurs angles, et notamment sous l'angle de son financement. Voilà, comment cela peut-il se financer? Et sous l'angle de l'adhésion sociale, à la fois de l'acceptation de la population, c'est-à-dire éviter d'avoir des gens un peu énervés dans la rue lorsque vous augmentez le diesel. Comment vous faites adhérer toute une filière. Aujourd'hui, la filière automobile a un plan au plan hydrogène, par exemple. Comment vous faites adhérer des territoires à des reconversions nécessaires.
Finalement, on se retrouve quelque part comme il y a 20 ou 30 ans lorsque les casernes ont fermé, où il y avait des reconversions énormes à faire, ou lorsque la sidérurgie a fermé. Aujourd'hui, il y a des industries qui vont devoir évoluer, se reconvertir, fermer, changer. Il va y avoir des transformations du territoire. Et tout ça, il faut y préparer nos élèves lorsqu'ils seront en poste en administration centrale ou en préfecture, ou même dans les juridictions. Puisqu'à un moment ou à un autre, ils seront amenés à bien connaître ces enjeux pour pouvoir juger le plus efficacement possible l'action de l'administration. Voilà, donc cet impératif de transition écologique est fondamental. Le deuxième grand enjeu de contextualisation qu'on propose à nos élèves, c'est naturellement ce qui se passe en ce moment. Donc pas la crise en elle-même, même s'il y a des points vraiment intéressants à voir, mais c'est surtout les transformations profondes qu'elle va induire sous l'angle naturellement économique, social, sous l'angle aussi certainement il y a une géopolitique aussi de cette crise qui aura forcément des effets, sous l'angle des mutations du travail, sous l'angle du management. Ils vont être en poste au mois d'octobre. Ils auront des équipes à diriger à distance. Donc tout ça, ça doit se préparer. Voilà, donc on a réorienté résolument nos actions, enfin nos enseignements sur cette dimension d'apprentissage contextualisée naturellement par rapport aux grands enjeux de l'action publique. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que sinon vous faites des techniciens avec une vague connaissance. Voilà. Ce qu'on veut, c'est aussi des gens qui sont capables d'avoir une activité réflexive. Et donc, on demande aussi aux élèves, soit collectivement et individuellement, d'avoir une activité réflexive. Et l'activité réflexive, notamment sur le plan individuel, c'est on leur demande de se mettre dans la peau d'un chercheur, d'un expert. Alors, pas avec toute la dimension méthodologique que peut avoir quelqu'un qui a travaillé ces sujets, qui a travaillé une méthodologie de recherche depuis des années. Même si beaucoup d'élèves ont fait des masters, enfin des mémoires, dans le cadre de leur master, on n'en est pas là. Donc, on les forme pas à la recherche. On leur demande de se former par la recherche, de préparer une expertise par la recherche. Et donc, avec un champ très libre. Un champ très libre à partir du moment où c'est une thématique qui touche l'action publique et c'est une thématique qui permet d'aborder la question de la relation entre l'expertise et la décision. Et donc ça, c'est une activité vraiment qu'on leur demande. C'est aussi la capacité d'avoir une attitude critique, un recul critique par rapport aux outils qu'on leur enseigne justement, pour éviter qu'ils soient dans une logique de reproduction qui était réelle dans les anciens modes pédagogiques de l'école, puisque basés sur des choses considérées comme acquises et sur lesquelles il ne devait pas y avoir une distance de critique constructive. Donc voilà les deux angles, maîtrise des techniques contextualisées et distance critique par rapport à ces techniques. Voilà très rapidement l'évolution de l'école. Alors sachez aussi que les élèves, il y a beaucoup d'élèves qui sont engagés dans de nombreux champs politiques, associatifs, également sur des choses par rapport aux réserves des armées ou aux réserves opérationnelles. Et donc, il y a un terrain vraiment très intéressant. Donc, beaucoup d'élèves sont notamment investis sur une thématique qui est celle de la transition écologique au travers d'une association. On va faire pas mal de choses avec eux, on les accompagne. On fait venir aussi des associations. On travaille avec le think tank de Shift Project et la fresque du climat, pour ceux à qui ça parle. Et voilà, on ouvre complètement cette école qui est déjà ouverte sur son environnement à Strasbourg, mais on ouvre complètement cette école. Et naturellement, la question, et je termine là-dessus, la question territoriale est essentielle. Voilà, Julien Pénin, que je ne connais pas, mais j'en avais entendu parler, est intervenu l'an dernier en scolarité devant les élèves. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble. Mais la question des territoires est également essentielle. La question de la France et de ses territoires est absolument essentielle. Moi, j'ai été sous-préfet pendant de nombreuses années avant de rejoindre l'école. Pour moi, c'est la question essentielle. C'est-à-dire que je suis convaincu, et notamment la question de la différenciation territoriale. Moi, je suis convaincu que sans perdre son caractère unitaire, sans en faire un État fédéral, mais la France,
dans quelques années, connaîtra des lois ou des normes différenciées selon les logiques de territoire, selon les besoins de ces territoires. Et donc, ces questions-là sont vraiment très fortes. Et donc, tout doit être aussi, l'idée, c'est aussi de pouvoir préparer les élèves à accompagner ces ingénieries dans les territoires et surtout accompagner ces élèves aux impératifs de solidarité au sein des territoires et entre les territoires, dans les mécanismes éventuels de redistribution ou de travail en commun. Voilà ce que je souhaitais vous dire très rapidement sur l'évolution de l'école depuis 2-3 ans, sous l'impulsion de son directeur. L'ouverture aussi de l'école à la compétence et à l'expertise scientifique, puisqu'on a ouvert un concours réservé aux docteurs. Ce qui fait qu'on a maintenant à peu près 10% de la promotion qui sont des docteurs, sciences humaines, sciences de l'ingénieur, demain sciences de la vie, puisque le concours de cette année sera ouvert aux titulaires d'un doctorat sciences de la vie. Pas un doctorat d'exercice, hein, vraiment un doctorat académique. Et ça, c'est un point aussi tout à fait important dans la relation que l'école qui forme des futurs décideurs doit entretenir aussi avec les enjeux scientifiques, techniques et les capacités d'expertise. Merci beaucoup à vous. Merci de ce témoignage extrêmement important parce que ça montre qu'effectivement, aussi au plus haut sommet de l'État se pose la question d'une transformation de la gouvernance. Hein. Là, c'est mieux la photo. Pardon? Là, la photo, elle est bonne. D'accord, voilà, ben voilà. Comme quoi les services d'information peuvent se reprendre. Merci beaucoup de votre présentation qui est extrêmement importante et on est très heureux de vous accueillir parce que c'est une occasion. Ah, il y avait eu un petit problème de Larsen. Donc, on était très heureux de vous accueillir parce que ça montre que le changement est vraiment à tous les niveaux d'échelle, à tous les niveaux de hiérarchie, etc. Et l'ENA est tout de même un fleuron magnifique en France. Donc, le fait que l'ENA forme des dirigeants chercheurs, j'aime beaucoup ce mix, ce côté chercheur et dirigeant. C'est au cœur même de notre réflexion. Au fond, c'est comment on mêle la réflexion et l'action. Il y avait un très beau mot de Malraux que vous connaissez très bien, qui disait dans une de ses mémoires, je me suis posé la question de savoir ce qu'était aujourd'hui un intellectuel. Et il dit, un intellectuel, ce n'est pas simplement quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui pense et qui agit. Et dans les 10 ans qui viennent, il va falloir être extraordinairement penseur, créateur de nouvelles approches, mais aussi acteur. Et ce mix de la pensée et de l'action qui est au cœur de ce que vous avez dit est essentiel. Peut-être une question qui me vient et qu'on avait évoquée ensemble en préparant l'interview, et je vois que Loïc remue le doigt en me disant que je n'ai pas le droit de poser cette question parce que nous n'avons plus le temps, mais je pose même la question simplement comme selon vos habitudes, vous avez l'habitude de répondre en 30 secondes, vous y répondrez très bien, c'est quels sont vos rôles au sein de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie, et qu'attendez-vous de notre réflexion ensemble au niveau des 3 continents? Vous avez 1 minute pour répondre. Vous nous entendez? Vous pouvez parler? Merci. Excusez-nous. Hein. Attendez, excusez-moi, il y a eu un petit problème technique. Vous pouvez juste répéter la question et puis après je garderai les 1 minute. Je suis désolé. J'ai eu un petit. En fait, je regardais le chat, c'est pour ça aussi. Hein, j'étais un peu perturbé. Voilà. Bon, écoutez, c'est un très bon sketch de toute façon. Non, la question, c'était, on l'a évoqué ensemble, c'était l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Vous nous disiez à quel point vous aviez des liens aujourd'hui avec l'Europe et effectivement, vous pouvez nous apporter. On pouvait d'ailleurs candidater tous ensemble à des programmes européens, surtout avec le plan de relance. Là, il y a vraiment des possibilités de développement de nos alliances et de nos projets internationaux. Et vous nous parliez aussi de l'intérêt que vous aviez pour l'Amérique et l'Asie.
Oui, mais l'école est une école européenne, hein. On a beaucoup d'actions. On prépare au concours européen, on a un cycle des hautes études européen, on fait de la formation continue. Je sais qu'il y avait une question sur la formation continue. L'école, naturellement, développe une activité de formation continue, pas seulement pour des cadres de l'État, mais pas seulement, hein, aussi pour des cadres du secteur public, des cadres du privé. Francis connaît bien toute l'activité de l'école en matière de formation continue. Et puis, on assiste avec d'autres, hein, dans le cadre de consortium. On prépare actuellement la présidence française de l'Union européenne qui aura lieu l'an prochain. Et puis, on a travaillé avec la Roumanie, avec la Slovénie, avec la Croatie qui viennent de présider ou qui vont présider l'Union européenne. Donc, sur le plan européen, on peut effectivement travailler ensemble, hein. Il faut qu'on puisse travailler ensemble. On peut naturellement avancer assez facilement dans cette dimension géographique. Sur l'Amérique et l'Asie, je pense qu'il serait intéressant, mais on peut y travailler parce que les élèves n'y seront en stage qu'à l'automne. On peut travailler sur puisqu'on a des élèves qui sont en stage international, qui seront dans des ambassades bilatérales, mais on a toujours un élève à l'ONU à New York, on a toujours des élèves qui sont également dans des institutions internationales, et pas seulement dans les ambassades bilatérales. Donc on peut tout à fait peut-être y réfléchir ensemble dans le courant du printemps et associer nos élèves à vos prochains travaux. Parce qu'ils seront in situ, hein, on a des élèves en Chine, on a des élèves au Japon, au Vietnam, enfin en Corée, dans les États du Golfe. Donc c'est en Inde, bien sûr, enfin dans tous les principaux États asiatiques, hein, et puis aux États-Unis aussi. Et puis en Amérique latine. Donc là-dessus, je pense qu'on peut avoir quelque chose de très intéressant. Là, c'est plutôt une offre de service qu'un quelque chose de précis, contrairement à l'Union européenne, mais on peut certainement travailler de façon intéressante sur vos deux prochains forums. Merci beaucoup, Thierry.